Je suis Philippe Delette, je suis j'étais professeur d'histoire de l'art à l'Académie des Beaux-Arts, ici à Liège, et également formateur à l'IFAPME pour les guides touristiques. Alors, nous allons parler, je vais vous présenter les œuvres intégrées du lycée Léonidois. Ces œuvres intégrées font de ce bâtiment un bâtiment tout à fait exceptionnel, qui est d'ailleurs classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 1999. Des œuvres nombreuses, faites par toute une série d'artistes, 20 au total, 8 sculpteurs, 12 peintres et graveurs, des peintures murales, des peintures sur toile, des peintures sur verre, du vitrail, de la mosaïque, de la sculpture, du bas-relief, vraiment des œuvres tout à fait exceptionnelles par leur diversité, par le nombre des artistes, par l'importance de ces artistes dans les années 30, tous artistes de la région liégeoise, tous artistes issus de l'Académie des Beaux-Arts, et ce sont des œuvres qu'on aimerait sans doute mieux connaître, mieux montrer, et sans doute qu'il faudrait aussi, pour une bonne part, restaurer des œuvres qui sont classées pour la plupart, et qu'il faudrait effectivement remettre au goût du jour, en tout cas mieux les faire connaître et les restaurer. Alors, ici, nous sommes dans la piscine, avec des décors de céramique et un très grand vitrail en toute une série de grandes fenêtres, avec une thématique liée, bien sûr, comme nous sommes dans la piscine, liée au thème de l'eau, un vitrail conçu par Marcel Caron, et comme on peut le voir, si on se met à détailler les différentes fenêtres, il y a une manière de concevoir la composition qui joue sur l'espace avec de grands vides, qui donne ainsi une sorte de sentiment d'espace, je dirais presque qu'on sent le vent qui anime la scène. Nous sommes à la fin de l'entre-deux-guerres, et il faut bien dire que les sports de plein air commencent à prendre de l'expansion depuis les années 20, les années 30, et donc qu'on ne s'étonne pas de voir ici des voiliers, des jeux qui sont liés bien sûr à la mer. Dans cette piscine, face aux 6 grandes fenêtres de Marcel Caron, ces 6 grands vitraux de Caron qui sont inspirés par les activités que l'on peut effectuer sur l'eau avec des barques, avec des voiliers, etc. Vous avez alors toute une série de compositions réalisées en mosaïque par Adrien Dupagne. Vous avez les activités sur l'eau, et là vous avez tout le monde sous-marin, un monde composé d'animaux bien sûr, des pieuvres, des étoiles de mer, des poissons. À noter toutefois que sur les images que vous pouvez voir ici, il est fort probable que vous ne puissiez juger de l'intensité des couleurs, où vous avez des oranges, des turquoises, des verts, etc., parce qu'il y a un voile de protection afin de ne plus perdre des petits carrés de mosaïque. Voilà. Ici, nous sommes dans la salle d'études, au 2e étage. Derrière moi, une grande peinture qui va d'une fenêtre à l'autre, d'un mur à l'autre. Une peinture d'Edmond d'Elsa, inspirée par le thème de la Meuse. Alors la Meuse, oui, mais quelle Meuse? Une Meuse un peu intemporelle, une Meuse que l'on imagine davantage
en amont de Namur plutôt qu'en aval de Huy. Je veux dire par là que l'on n'y rencontre aucune usine, aucun bâtiment véritablement identifiable. Hein, quand on peut remarquer une Meuse plutôt sauvage et on ne reconnaît, on n'identifie que quelques maisons, une barque, pas de personnages. Une composition dont on pourrait dire qu'il s'agit d'une composition fermée, parce que comme vous pouvez remarquer, vous avez deux arbres et des collines sur la gauche et d'autres arbres sur la droite qui forment ainsi une composition et qui concentrent en quelque sorte notre regard sur le fleuve lui-même. Petite précision pour terminer, il existe une autre version de ce tableau qui est conservé à l'école de Jonfosse, à la haute école de la ville de Liège. Ici, nous sommes dans la salle de chimie. La salle de chimie est juste à côté de la salle de physique, et dans ces deux salles, on trouve deux peintures de Fernand Steven qui évoquent bien sûr la physique dans l'une et la chimie dans celle dans laquelle nous nous trouvons pour le moment. Une grande peinture qui, comme vous le voyez, fait toute la largeur du mur. Une grande peinture qui évoque la chimie sans rendre compte d'un phénomène particulier, c'est plutôt une forme d'évocation générale. On y devine des fluides, on y devine des fumées. C'est une composition très dynamique où les couleurs s'assortissent d'une manière fort élégante, je dois dire, et où on a ce sentiment de fusion, de flux, de mouvement, toujours dans une composition qui se révèle elle aussi d'une certaine manière centrée et elle aussi quelque peu fermée par cet objet sphérique avec cet anneau qui peut peut-être faire penser à certains objets conçus plus tard par Jacobs dans le piège diabolique, et toutes ces sphères et autres constructions qu'on devine en verre et qui semblent elles aussi animées d'un flux qui présente quelque chose d'un peu fascinant, un peu magique presque. Fernand Steven est un artiste que l'on a souvent associé au futurisme, qui est habitué de ce genre de thématiques liées à l'actualité, liées au mouvement, liées à la vitesse, liées à l'industrie. Et dans la physique, dans la salle de physique comme dans la salle de chimie, il se trouve évidemment dans son élément. Ce n'est pas la seule réalisation de Steven. Steven a déjà réalisé d'autres décors pour d'autres bâtiments ici à Liège, notamment pour une bibliothèque communale d'un quartier de Liège, ou encore pour l'hôtel de ville de Chénet. Il existait également un Steven à l'Athénée de Huy. Cette dernière œuvre, hélas, a disparu. Ici, nous sommes au palier du 5e étage. Et au-dessus de moi, vous avez une très grande peinture en forme de triptyque, conçue par Ludovic Janssen. Et là, vous reconnaissez bien sûr la ville de Liège, la Meuse. On peut même identifier quelques monuments, bien sûr, Saint-Barthélemy, Saint-Folien, Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Denis. De part et d'autre, de telle manière que la composition, là aussi, s'équilibre d'une certaine manière. Vous avez deux vallées plus sauvages qu'on peut peut-être deviner, l'Ourthe et l'Amblève. Mais alors, ce qui est intéressant ici dans cette peinture, c'est que, alors que Ludovic Janssen est plutôt un peintre de chevalet, qui fait une peinture
parfois assez gestuelle. Ici, au contraire, on a une manière de traiter qui est très synthétique où, comme vous pouvez voir, les maisons de Féronstrée et leurs châteaux, leurs toits ne sont que des petits aplats de couleurs sans détail. Il n'y a pas une cheminée, pas une fenêtre qui puisse être distinguée. Tout est dans la synthèse. Petite anecdote, bien sûr, au loin, on devine les fumées du bassin industriel du côté droit. Et puis là-bas, un peu en vis-à-vis de Saint-Paul, on a peut-être la première représentation du lycée. Une sorte de mise en abîme. Dans une peinture qui se trouve dans le lycée, on voit le lycée. Alors, les œuvres du lycée de Waha sont toutes des œuvres qui ont été faites pour le lycée. Ce sont des œuvres qui ont été conçues expressément pour des lieux précis, la salle des fêtes, la façade, la salle de chimie ou la salle de musique. Et toutes ces œuvres ont été réalisées par des artistes qui appartiennent, je dirais, à l'influence de l'académie, puisque certains y étaient professeurs à l'époque, d'autres sont devenus professeurs, mais tous en tout cas ont été formés fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle à l'Académie des Beaux-Arts. Et tous sont des artistes de Liège ou de la région liégeoise, on peut le dire de cette façon. Donc il n'y a pas à proprement parler d'œuvres, et c'est ça la particularité, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler d'œuvres de chevalet, c'est-à-dire d'œuvres que l'artiste aurait pu faire chez lui, puis installer ici ou là-bas. Non, les œuvres ont été faites pour des endroits précis, et chaque œuvre, finalement, a été faite pour, je dirais, le bénéfice des élèves. On ne rencontre, par exemple, pas d'œuvre prévue pour le bureau du directeur ou les services administratifs. On en trouve dans la salle des fêtes, on en trouve dans le hall d'entrée, on en trouve en façade ou dans différentes salles. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. C'est finalement pour les élèves bien plus que pour le corps professoral, même si il y a bien sûr 2 œuvres pour la salle des professeurs. Alors, en fait, on ne sait pas très bien comment le choix s'est opéré. Quand on se réfère au bulletin administratif, on apprend que la discussion est intervenue dans le courant du mois de décembre 1936 et la liste des artistes est définitive puisque, quelques mois plus tard, puisque ces artistes signent leur contrat en juin 1937. Comment, entre décembre 1936 et juin 1937, le choix a été opéré? On suppose que le choix a été proposé par l'architecte, qui s'en est probablement référé au collège, et que cette liste, peut-être avec l'aide d'un petit jury, a été entérinée par le collège, et ainsi la procédure de contrat a été définie. Dans la procédure et dans les contrats qu'ont signés les artistes, la technique est indiquée, le montant des frais occasionnés par l'œuvre et évidemment aussi l'échéance, c'est que toutes les œuvres devaient être terminées. L'inauguration, c'est le 25 septembre 1938, et toutes les œuvres devraient être terminées pour l'été 1938, pour le mois de juillet, le mois d'août. Toutes les œuvres ont été terminées, sauf une, celle de Robert Cromlinck, qui a pris plus de temps, puisque la dernière œuvre, donc la grande peinture de Cromlinck de la salle de conférence, a été seulement inaugurée 2 ans plus tard.
Dans les années 30, vous avez en fait réuni ici les artistes les plus importants. En matière de sculpture, vous avez Adelin Salle, Robert Massard, Louis Dupont, Louis Gérardy. Vous avez Jules Bruns et Georges Petit, René Motte pour les blasons qui figurent sur la façade. En peinture, vous avez Edmond Delsa, Fernand Steven, Auguste Mambourg, Robert Cromlinck. Vous avez les céramiques, les mosaïques, pardon, d'Émile Berkmans et d'Adrien Dupagne. J'oubliais de préciser, en évoquant Émile Berkmans, j'oubliais de préciser que son frère Oscar a également participé à l'entreprise. Un bas-relief qui figure dans le hall d'entrée. Vous avez donc des mosaïques d'Adrien Dupagne et des vitraux de Marcel Caron. Alors, les œuvres qu'on peut observer ici au lycée présentent des thèmes différents. La question est, est-ce qu'ils ont eu un thème imposé? En fait, là aussi, on n'a pas d'informations précises, si ce n'est que dans justement le rapport du conseil communal, on apprend que le thème général, c'est un premier monument élevé à l'éducation des jeunes filles. C'est évidemment très vague. Alors quand on regarde l'ensemble des thèmes observés, on a des thèmes qui sont liés bien sûr au lieu. La musique, bien sûr pour une salle de musique, la physique et la chimie, on comprend des thèmes qui sont liés à l'utilisation du local. Vous avez des thèmes également qui sont liés d'une manière générale à l'humanité, ce qu'on va par exemple trouver dans la salle des conférences. Et puis vous avez des thèmes qui vont évoquer Liège, mais d'une manière quelque peu intemporelle. Vous n'allez pas trouver ici, et on pourrait peut-être s'en étonner, on n'a pas ici de thèmes liés au pittoresque ou à l'histoire, à la tradition. Vous n'avez pas d'évocation des princes-évêques, vous n'avez pas d'évocation ici du marché de la Batte, pas de Bottress ni de Tchanché. Hein, on est dans une représentation d'un Liège moderne, d'un Liège du XXe siècle, avec bien sûr des paysages, mais aussi comme par exemple dans le tableau de Joseph Vorag, une évocation du monde du travail, du bassin industriel. On a ça également dans les Trois eaux fortes d'Auguste Donnet, on a ça dans les deux peintures de Marcel Jaspard. Hein, on choisit l'actualité plutôt que les références à l'histoire et au pittoresque, et au folklore. Alors, ce qu'il faudrait également bien prendre conscience, c'est qu'on a une vingtaine d'artistes avec des personnalités, des styles différents, mais quand on prend en considération l'ensemble des œuvres, on se rend compte que chaque artiste n'a pas cherché à tirer la couverture à soi, il a plutôt eu conscience de faire partie d'une œuvre collective, et donc a plutôt servi cet objectif commun plutôt que d'essayer de se distinguer. Même si, on le sait, on a des témoignages de l'époque, même si des tensions existaient entre Mambourg et Cromlinck qui avaient à se partager la décoration de la salle des fêtes. Ce qui est intéressant de noter ici, au lycée, c'est que les artistes ont conscience de l'opportunité
qu'ils avaient de se distinguer. Une commande comme celle-là, on n'en a pas énormément dans une vie. C'était une occasion tout à fait exceptionnelle. Ils ont accepté de s'engager dans un territoire qui n'était pas le leur. Je vais prendre l'exemple de la salle de conférence où vous avez deux immenses peintures murales qui ont été faites sur place par Auguste Mambour et par Robert Cromlinck. Alors qu'on se rende bien compte de la taille, la peinture sur un mur commence à 1 mètre de haut dans le fond de la salle pour arriver à près de 5 mètres au niveau de la scène, et ceci sur une longueur de plus de 28 mètres. Hein, c'est une œuvre d'une taille tout à fait exceptionnelle, et les deux artistes, Cromlinck et Mambour, qui sont plutôt des artistes qui s'étaient jusqu'ici illustrés dans le domaine de la peinture de chevalet, hein, la peinture à l'huile sur toile, et ils acceptent de faire une peinture de cette ampleur murale, en s'inspirant de la technique de la fresque. On ne s'invente pas peintre à la fresque comme ça en un claquement de doigts. Ce qui explique, ce qui permet de peut-être aussi comprendre le temps qu'a pu prendre Cromlinck pour terminer. On sait qu'il a été en Italie pour étudier la peinture à la fresque. La peinture à la fresque, c'est peindre directement sur le mur quand l'enduit est frais. Donc on n'a pas cette possibilité de reprise comme on peut l'avoir à l'infini avec l'huile sur une toile. Ici, il fallait évidemment se rôder, il fallait envisager l'ensemble, et donc accepter de sortir de sa zone de confort. Alors, on a cet exemple de Cromlinck et Mambour, mais on a également Adrien Dupagne, qui est lui aussi un peintre de chevalet, qui accepte de faire une mosaïque dans le mur de la piscine, ou Émile Berckmans, qui lui aussi fait une mosaïque sur la façade arrière du bâtiment à rue, immense mosaïque composée de petits pavés de verre. Celui qui était peut-être le plus dans son élément, c'est Jean Donnet, puisque lui, il a fait 3 eaux-fortes, et lui, il a fait ces eaux-fortes dans son atelier. Ce sont des eaux-fortes évidemment de grande taille, mais il en avait déjà fait auparavant, et il continuera à en faire par après. Mais ça, les eaux-fortes, elles ont été réalisées par l'artiste dans son atelier et installées dans la pièce d'accueil à l'entrée du bâtiment. Alors, il y a quelque chose qui peut un peu interpeller, c'est que pendant longtemps, on a répété des erreurs, alors à la fois dans la présentation générale, lors d'une visite guidée ou dans des publications, quelquefois même prestigieuses, on a répété quelques erreurs parce qu'on ne connaissait pas bien les artistes, parce qu'on n'avait pas non plus les documents de ces fameux contrats signés par tous les artistes en 1937 et qui ont permis évidemment de réattribuer chaque œuvre à chaque artiste. Vous aviez ainsi les 2 statues qui figurent sur l'auvent de la cour qui avaient été attribuées à René Motte, alors que l'une est de Georges Petit, l'autre de Jules Bruns. C'est assez symptomatique d'une méconnaissance regrettable, pourrait-on dire, des sculpteurs liégeois. On connaît les peintres, personne ne confondra Fernand Steven et Auguste Mambour. Par contre, en matière de sculpture, hélas, on ne peut pas dire la même chose. Ce qui est peut-être regrettable, parce que finalement, lorsque nous nous promenons dans les rues de Liège,
nous rencontrons quantité de sculptures, de bas-reliefs. Nous passons à côté tous les jours, et puis, qui est Robert Massart, qui est Louis Dupont, qui est Adelin Salle. On pourrait continuer évidemment la liste avec des artistes plus récents. Ce qu'il faut également, je pense, être bien conscient, c'est qu'ici au lycée, vous avez ce qu'on pourrait appeler une œuvre d'art totale, dans la mesure où architectes, peintres, sculpteurs, chacun a bien pris conscience de l'importance de l'enjeu et de faire de ce bâtiment une réussite dont on n'a guère, évidemment, hélas, d'autres exemples. C'est ce qui fait évidemment que le lycée est tout à fait exceptionnel. Je ne pense pas trouver d'autres exemples en Belgique, et pour ne citer que Liège, on pourrait peut-être citer la clinique Seliger rue Jean-Fosse, on pourrait peut-être citer également le Palais des Sports de Coron-Meuse, œuvres dans lesquelles on peut également trouver une intégration d'œuvres d'art, des œuvres d'art qui ont été faites pour l'endroit, pour un endroit précis. Des bâtiments qui sont d'une modernité, qui utilisent des châssis en métal, qui utilisent la brique et le béton, qui utilisent le verre, qui utilisent parfois la façade, de la pierre pour la façade, mais dans lesquels vous ne retrouvez plus les références au passé, comme vous pouviez encore en avoir dans les années 20, où vous pouviez encore trouver des éléments décoratifs de guirlandes, de feuillages, de frontons triangulaires, de colonnes, etc. Ici, il n'y a rien de tout ça. Tout ceci est, d'une certaine manière, un peu conforme aux idées défendues par les grands architectes de l'époque, Le Corbusier ou les gens du Bauhaus, des grandes idées qui ont été diffusées en Belgique à partir d'une revue qui était éditée ici à Liège, la revue L'Équerre, et cette revue, qui était une revue d'art et d'architecture, a contribué à diffuser toutes ces idées dans le milieu liégeois. Parmi la vingtaine d'artistes qui figurent ici au lycée, qui pourrait-on retenir dans l'histoire de l'art à Liège? On pourrait sans doute retenir Mambourg, bien sûr, parce que Mambourg est celui qui a un peu tourné le dos, le premier, à la tradition, en se détournant d'une possibilité qui lui était faite d'aller compléter sa formation à Rome. Il a plutôt choisi d'aller au Congo, ce qui était pour le moins audacieux. Il s'est, dans son enseignement, dans ses prises de position, dans ses expositions, il s'est aussi souvent démarqué de la tradition. Mambourg est évidemment une personnalité incontournable. Je retiendrai également Fernand Steven, parce que Fernand Steven est celui qui est peut-être le plus en liaison avec les thématiques de l'entre-deux-guerres, cet appétit de mouvement, cet appétit de dynamisme, cet appétit de modernité. Il suffit de regarder la grande peinture de la salle de chimie pour s'en convaincre. Je retiendrai aussi, il faut faire des choix bien sûr, je retiendrai aussi le vitrail de Caron, même si Marcel Caron n'est pas à proprement parler un artiste spécialisé dans le vitrail. Là, il s'est écarté de son territoire habituel. Il y a un sens de la synthèse que l'on trouve dans les peintures de Caron et que l'on retrouve avec une dimension monumentale, un souffle particulier dans le vitrail, dans les vitraux de la piscine. Et puis je retiendrai aussi les sculpteurs de la façade, Dupont, Salle
et Massart. Pourquoi? Parce que nous avons là, dans la façade du lycée d'Ouaha, une illustration d'un changement qui s'opère dans la place qu'occupe la sculpture dans le monument. Si vous prenez ici à Liège l'exemple de la Grand Poste qu'on vient de restaurer très récemment, vous avez un bâtiment qui est d'inspiration gothique, hein, construit au début du XXe siècle, et dans cette façade, on a installé des statues en bronze. On met cette statue ici, on aurait pu la mettre là-bas, changer dans les niches, c'eût été un peu équivalent. Vous avez une statue en bronze devant un mur en pierre. Ici à Ouaha, vous avez un relief, et un relief qui cherche à s'intégrer, qui ne s'oppose pas. Ce n'est peut-être pas la même pierre, mais il y a une volonté de fusion du travail du sculpteur dans l'ensemble de la façade. Et c'est une manière de penser l'intégration de la sculpture, bon, qui se réfère peut-être à la sculpture égyptienne, qui se réfère peut-être aussi à la sculpture romane, hein, mais cette façon d'envisager la sculpture se démarque de ce que vous pouvez voir à la Grand Poste ou au Pont de Fragnier, et que vous retrouverez plus tard, un peu plus tard, dans le bas-relief de Hansard qui se trouve sur la façade du palais de Corommeuse, ou que vous pouvez retrouver de façon plus célèbre encore, parce que c'est bien plein centre de Liège, hein, de ces grandes sculptures en pierre que vous avez au Pont des Arches. C'est une manière d'envisager la sculpture qui est tout à fait différente et qui prend une dimension plus monumentale. Statique certes, mais monumentale. Ben, statique, ben, c'est normal puisque ça s'intègre dans un bâtiment. Alors il existe toute une série d'œuvres préparatoires, de dessins préparatoires, de bas-reliefs préparatoires, d'esquisses conservées dans des musées, à Herstal, au cabinet des estampes, chez les particuliers, des études qui peut-être mériteraient d'être exposées à l'occasion d'une exposition temporaire qui permettrait d'abord de faire connaître le patrimoine exceptionnel conservé ici, qui permettrait aussi de comprendre le cheminement de la création de toutes ces réalisations. Des réalisations qui, faut-il le dire, ont été classées, c'est heureux. Hélas, on ne sait pourquoi toutes les œuvres n'ont pas été classées. Sans doute s'agit-il d'un oubli, bon, mais ce sont des œuvres qui, certaines, réclament impérativement une restauration. Certaines sont en très mauvais état. Elles risquent d'être perdues définitivement si on ne s'engage pas à les restaurer. C'est quelque chose de tout à fait impératif, parce que quand je dis que les œuvres ont été classées, il faut savoir que le lycée Léonie d'Ouaha a été classé comme patrimoine exceptionnel de Wallonie. Donc il ne faut pas rester là. Je pense qu'il faut retrousser ses manches et trouver les moyens pour redonner leur jeunesse afin que les générations ultérieures puissent profiter de ce monument tout à fait particulier.